Donc, je m'appelle Mathieu Duperex et nous recevons Armel Choplin. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais juste, le travail que réalisait Armel Choplin, dont je vais vous parler dans un instant. J'en ai découvert en fait l'intérêt en 2011 et à l'époque j'avais avec Claire Dutray, nous avions lancé une revue numérique avec le collectif Urbain Urbain et on avait fait un premier opus sur Shanghai No City Guide. On avait fait un appel à texte et puis on reçoit un texte d'un géographe et c'était son carnet de terrain sur Yiwu. Yiwu, une ville dont j'avais jamais entendu parler. Et ce géographe, qui s'appelle Olivier Pliez, dans ce carnet, écrit de façon très subjective, c'était vraiment un carnet de terrain, décrivait une ville chinoise dans laquelle il y avait des quartiers arabes, avec des restaurants arabes, des enseignes en arabe. Et en fait, cette ville, qui se situe à 4 heures de train de Shanghai, ville moyenne, était présentée comme le plus grand supermarché du monde. Et en fait, pouvait s'y acheter, notamment, et ça avait fait le succès de cette ville, par demi-container, et pas forcément par un conteneur entier, tout un ensemble de colis fichés, de jouets en plastique, de cravates en Père Noël, enfin tout un ensemble, environ 80% de contrefaçon, tout un ensemble d'objets fabriqués en Chine. C'était la mise en évidence, le fait qu'il y avait des restaurants arabes, c'était la mise en évidence d'une certaine route de la soie, avec des commerçants en fait, qui venaient de Tripoli, qui étaient passés par Dubaï, et puis cherchant à chaque fois la source en fait, du produit de la mondialisation qu'ils allaient pouvoir en fait, monnayer ensuite sur les marchés, notamment, alors il y avait les marchés maghrébins, mais aussi les marchés européens. Ils étaient arrivés là, à Yiwu. Et donc il y avait ces restaurants avec ces restaurateurs libanais, ces traducteurs du chinois et de l'arabe qui, par simplification, toutes les traductrices se faisaient appeler Aïcha. Et ça, c'était une première rencontre avec ce dont va nous parler Armel. 6 mois plus tard, après ce travail de revue, nous allons à Buenos Aires, en Argentine. Et là, un travail un petit peu d'enquête urbaine nous amène à prendre le bus un matin très très tôt, à 5h du mat, dans la gare de Retiro, à Buenos Aires. Et autour de nous, il y avait surtout des Boliviens, des gens de l'immigration sud-américaine à Buenos Aires. Et le bus nous largue en pleine campagne, dans la banlieue de Buenos Aires. Autour de nous, c'était des champs avec des sacs plastiques un petit peu partout, tout ça, visiblement des champs de déchets. Et vraiment, campagne rase, on se demande ce qu'on fait là, et puis on suit le mouvement, tout le monde va dans la même direction, et franchit la petite rivière qui s'appelle le Riachuelo, et en face, un ensemble de parkings en poteau-poutre, comme ça, de plusieurs hectares, avec énormément de bus venant de l'Amérique latine entière. Et ce lieu s'appelle La Salada. C'est 80% de la contrefaçon qui inonde les marchés sud-américains. Ça a été fondé par quelques Boliviens dans les années 90 et c'est aujourd'hui un des principaux centres mondiaux en fait, de la contrefaçon, des vêtements de bon marché. Et là, je faisais face en fait au marché sud-américain de cette mondialisation par le bas. Dans l'état de ce qu'on appelle l'état de l'art, quand on fait une recherche, le concept de mondialisation par le bas, en fait, il appartient à toute une filière de la géographie dans laquelle Armel Choplin
s'inscrit en qualité de géographe et d'urbaniste. Armel a fait un travail de doctorat sur Nouakchott, la ville de Mauritanie. Mais avant ça, d'ailleurs, une maîtrise d'un débat. Et donc, il a publié chez Cartala le portrait de Nouakchott, qui est décrit, ça paraît en 2009, c'est ça, le livre sur Nouakchott. Nouakchott est décrite comme une petite capitale africaine, mais ville de la mondialisation. Et ce que Armel montre à cette occasion, c'est qu'un portrait trop classique de la mondialisation, notamment celui qui était porté par des gens tout à fait éminents, Saskia Sassen, Pierre Deltz, David Harvey, sur les villes de la mondialisation comme étant une sorte d'archipel avec des espaces phares, des hyperlieux de cette mondialisation, archipel du capitalisme. En fait, qu'il y avait d'autres étagements urbains qui nourrissaient une autre mondialisation, qui n'était pas cette mondialisation, en fait, des flux économiques tels qu'ils nous étaient dépeints avec leur univers de city, de capital des flux financiers, et qui avait des marges, qui avait des périphéries, qui étaient en fait extrêmement actives, et qui avaient cette mondialisation des marges et de la périphérie. Et donc déjà, dans le travail sur Nouakchott, qui est un travail très très précis de terrain, il y a cette mise à l'épreuve d'une mondialisation. Alors elle va prendre plusieurs il y a mondialisation subalterne, mondialisation par le bas, mondialisation discrète, différentes comme ça, qualificatifs. En fait, c'est depuis la fin des années 1990 qu'on s'est intéressé à cette globalisation par le bas. Le terme est d'Alejandro Portes, dans un article de 97, Globalization from Below. Et Portes met en évidence des communautés transnationales qui passent les frontières pour faire du commerce, et souvent dans un régime infra par rapport en fait au repérage des flux de marchandises fait par les États-nations, et donc ne rentrant pas dans les balances de PIB, dans les calculs, dans les calculs officiels tirés notamment du service des douanes, tout ça. Donc une mondialisation du coup extrêmement labile et assez compliquée, suffisamment secrète et informelle pour finalement déjouer les façons classiques en fait de dépeindre les flux économiques. D'où la nécessité d'une géographie de terrain. Alors ici à Marseille, on connaît plutôt bien la question parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Alain Tarius qui a travaillé sur en fait toute cette communauté transnationale à Marseille qui est partie du sac Tati pour aller jusqu'au container en traversant la Méditerranée. Et donc il y a ces études d'Alain Tarius au début des années 2000. C'est prolongé par un chercheur qui est toujours à Marseille, qui s'appelle Michel Beraldi, qui lui a étudié les aventures du blue jean à Istanbul par exemple, mais aussi en fait les routes méditerranéennes des échanges économiques. Et bien sûr, aussi le géographe Olivier Pliez, qui avait fait sa thèse alors qu'il était prof à Port-de-Bouc, prof de géo et d'histoire à Port-de-Bouc, et qui lui-même a travaillé en fait sur l'espace saharien et qui a ensuite développé cette fameuse recherche sur Yiwu et sur les nouvelles routes chinoises de la soie. Donc ce concept de mondialisation discrète, mondialisation par le bas, voilà un petit peu ce dans quoi s'insère le travail d'Armel Choplin du point de vue épistémologique. Il va nous dire un petit peu ce que ça implique en termes de terrain, et surtout demain on va un peu travailler les questions méthodologiques afférentes à ce type de terrain sur les mondialisations secrètes ou discrètes.
Je vous signale donc 2 livres, Armel Chopin et Olivier Pliez, La mondialisation des pauvres, sous-titré Loin de Wall Street et de Davos. Donc c'est une succession, alors il y a l'aspect théorique justement que je viens de résumer très très rapidement sur les reconfigurations des marchés de la mondialisation discrète, notamment après le 11 septembre, on commence à en fait métamorphoser aussi cette mondialisation avec un pendant sino-dubaïen assez important qui va se développer, mais aussi toute une succession de micro-textes sur des enquêtes qui ont été réalisées par différents chercheurs. Le livre pour lequel Armel vient ce soir, Matière grise de l'urbain, la vie du ciment en Afrique, où là il s'agit de suivre en fait un objet très particulier qu'on connaît tous ici, c'est le sac de ciment. Je te laisse la parole. Un grand merci pour être venu ici ce soir. Alors merci Mathieu pour l'invitation et bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous d'être restés ce soir sur le campus de Lumini. Je suis ravie d'être avec vous. Donc effectivement demain, pour ceux qui seront là, on aura l'occasion de reparler peut-être de méthodologie, de tous ces objets qu'on a suivis avec Olivier Pliez et puis avec d'autres. Et on pourra rediscuter de tout cela et comment on fait concrètement. Et peut-être ce soir, je vais me concentrer vraiment sur le ciment et le béton en Afrique. Alors, je me présente juste en tant que... Je suis géographe et urbaniste et donc pas du tout architecte. Donc je n'ai pas les compétences que vous avez tous sur le béton, qui est ce magnifique matériau qui permet de construire... à la fois vite, pas cher, mais aussi des œuvres d'art tout à fait incroyables. Donc voilà, pour les aspects techniques, vous m'excuserez. Mais moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est d'essayer de vous faire partager un peu ce qui se passe actuellement en Afrique à travers ce matériau qui est tout simplement omniprésent et dont on ne voit que ça. Alors, je vais commencer en disant que ce livre, il est en accès libre sur Internet. Il y a le PDF qui est téléchargeable. Je le fais pas forcément pour les Français ou les étudiants français, c'est bien s'il circule ici, mais c'est surtout que dans ma tête, mon principal lectorat, c'est Kinshasa, 20 millions d'habitants, 15 millions d'habitants, Dakar, 6 millions d'habitants, donc autant d'étudiants dans les universités de Dakar, à Cheikh Anta Diop, ou de Cotonou, où j'ai enseigné pendant 3 ans. 90 000 étudiants, dont 18 000 en géographie pour un pays de 13 millions d'habitants. Donc ça vous donne un petit peu des ordres de grandeur. Et puis il sort en anglais prochainement sous le titre Concrete City. Alors je vais commencer en fait. J'irais bien de rajouter cette image juste dans le PowerPoint avant de commencer, parce que quand je suis arrivée tout à l'heure, j'ai fait un petit tour autour, et puis j'ai lu la pancarte à l'entrée du parc national des Calanques, c'est comme ça qu'on l'appelle. Peut-être que vous connaissez cette enseigne par cœur, où il y a marqué qu'en fait le domaine appartient à la famille Fabre, Cyprien Fabre. Et en tant que personne ayant travaillé en Afrique, la famille Fabre, on connaît bien. Parce que la famille Fabre, c'est la famille qui a fait fortune en étant armateur et donc en circulant de Marseille jusqu'au port alors entre autres Dahomey, donc le Bénin dont je vais vous parler ce soir, anciennement le Dahomey, et qui a fait fortune notamment à travers ce qu'on appelait les factoreries. Donc, c'est-à-dire ces entreprises, vous voyez là c'est la factorerie à Cotonou, la famille Cyprien et Régis, donc puisque c'était associé, la famille Régis et Cyprien ont fait fortune en allant chercher l'huile de palme au Dahomey pour fabriquer du savon de Marseille. Ça, vous le savez tous, puisque on connaît tous cette marque Palmolive, et on sait très bien que le savon est fabriqué avec de l'huile d'olive et de l'huile de palme. Donc, pourquoi je vous parle de cette famille ? Parce que c'est ceux qui ont racheté le domaine juste à côté de Lumini, qui ont fait fortune en Afrique, et surtout, puisqu'ils ramenaient dans les cales de l'huile de palme, qu'en est-il quand ils allaient en Afrique ? Et bien sur la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, ils emmenaient du ciment. Donc on arrive finalement à ce qui nous intéresse ce soir. Donc je travaille sur cette zone que, avec d'autres collègues, on appelle le corridor urbain ouest-africain, sur donc un espace qui est particulièrement urbanisé. On est là sur des chiffres incroyables, c'est-à-dire
Entre Abidjan et Lagos, il faut compter 1000 km. Okay, et entre Accra et Lagos, c'est 500 km. Et on a aujourd'hui Lagos qui fait déjà plus de 25 millions d'habitants, on dit. En gros, ici, on a 40 millions d'habitants qui habitent sur une infime bande de terre, okay, le long de la lagune. Donc, en plus, c'est un milieu très fragile. Et on dit que c'est 50 millions d'ici une dizaine d'années, donc la plus grosse concentration urbaine en Afrique. Et quand on veut travailler sur une... Donc en gros, il faut imaginer que tout ça c'est urbanisé. Vous allez de Lagos à Accra, tout est urbanisé. Moi j'habitais à Cotonou, donc je travaillais pour l'IRD à ce moment-là, l'Institut de recherche pour le développement. Et j'étais à Compteur, à 125 km du centre-ville de Lagos. Autant vous dire que quand une ville fait 25 millions d'habitants, quand vous habitez à 125 km, vous êtes dans la grande banlieue, voire même presque au centre-ville. Ok ? Donc en fait, j'ai commencé à essayer de comprendre comment se fabriquer l'urbain vite, de façon continue, frénétique dans cette zone, en me disant c'est trop compliqué la gouvernance urbaine, donc je vais rentrer par ce qui fait finalement la matière, la matérialité de cette ville. Donc je vais regarder le ciment, suivre ces sacs qui circulent en fait le long de ce corridor. Et alors c'était assez facile. Pourquoi ? C'était assez facile parce qu'en fait il y en a partout. C'est-à-dire qu'à chaque coin de rue, de part et d'autre de la route, il y a des sacs de ciment à vendre. Vous pouvez en acheter jour et nuit, vous voyez ici, 24 heures sur 24. En vie pressante la nuit, vous trouvez du ciment, okay, à n'importe quelle heure du jour de la nuit. Plus que ça, vous aviez le prix du ciment qui est marqué tous les jours à la craie. Vous voyez, donc c'est, si vous voulez, c'est comme le Dow Jones local. Hein. Chez nous, il y a des gens qui regardent le cours de la bourse et tout. Bah, là-bas, on se dit, bon, bah, à combien est le ciment aujourd'hui ? À combien il est au Togo à côté ? Parce que vous voyez, on a 100 km du Togo. À combien il est au Nigeria ? Est-ce qu'on passe clandestinement du ciment ? Pas facile. Hein. C'est pas la denrée la plus facile à passer. Voilà, donc avec cette idée que ça nous donne un indicateur de la vie sociale. Tout le monde connaît le prix d'un sac de ciment. Vous aussi, évidemment, vous êtes tous architectes, futurs architectes, donc voilà, qui connaît le prix d'un sac de ciment ici ? Ok, vous allez à l'université Cheikh Anta Diop, vous posez la même question à Dakar ou à Abomey, tout le monde connaît le prix d'un sac de ciment, toutes les femmes, y compris analphabètes, connaissent le prix d'un sac de ciment, parce que ça fait partie de la vie quotidienne des gens. À tel point que vous voyez ici, c'est un jeu concours de téléphonie mobile, hein, comme si c'était, je sais pas, Bouygues ou SFR, et puis il y a marqué à gagner 12 parcelles et 150 tonnes de ciment. Donc les jeux concours, les loteries, les trucs comme ça, premier prix c'est toujours une moto, deuxième prix une tonne de ciment. Et même moi, quand je suis arrivée à l'université, la deuxième semaine, mes collègues m'ont dit on va se cotiser pour offrir un cadeau, départ à la retraite du doyen, etc. Je dis ok. J'ai voulu acheter quoi ? Donc dans ma tête, j'étais là, je sais pas, un week-end de spa, enfin bon, évidemment pas en Afrique, mais ou un vélo électrique, vous voyez ce qu'on va offrir à mon doyen là quand il va partir à la retraite. Et là on me dit on lui offre 2 tonnes de ciment. Et là je me suis dit il y a vraiment un truc là-dessus, il faut que je creuse en fait cette histoire de pourquoi le ciment est devenu omniprésent dans l'espace physiquement. On est sur des villes qui sont grises, okay, parce qu'on ne termine pas les maisons pour y revenir, et surtout dans les esprits. Les gens pensent à ça tout le temps. Comment je vais construire ma maison ? Avec quoi ? Comment je vais acheter mon sac ? Dès que j'ai de l'argent dans ma poche, en rentrant chez moi, j'achète un sac. Vous voyez, on est en fait dans quelque chose qui est sociétal, un fait total social, dirait Mauss. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et alors après, je me suis dit, bon, à partir de mon sac, là, je peux essayer de développer un cadre théorique assez intéressant. D'abord, étant formée plutôt en géographie urbaine, de formation, on va dire, marxiste, néo-marxiste, je me suis dit, si je reprends les théories de Lefebvre sur la production de l'espace, puis Harvey, le spatial fixe, en fait, finalement, mon sac de ciment, c'est ce qui permet d'ancrer le capital aujourd'hui. Surtout dans des pays où en fait on a une rente qui est très fluide, où il y a plein d'argent qui arrive, on ne sait pas d'où. Vous voyez, c'est des choses qu'on connaît bien, mais en même temps en Afrique on ne connaît pas très bien cette circulation de l'argent. Et pourtant il y a beaucoup d'argent aujourd'hui en Afrique qui circule. Deuxièmement, intéressant, on est sur toute la tournant matériel, les travaux de Bruno Latour. Je me dis bon mon sac c'est un actant, hein, il est non humain, il est non vivant, mais en fait il y a plein de choses qui se développent autour de ce sac, donc je vais essayer de voir toute la vie de cet objet et essayer de réfléchir justement à cette matérialité urbaine. Beaucoup étudiés ailleurs, mais assez peu en Afrique. Ça me renvoie aussi aux pratiques sociales. Qu'est-ce que les gens en fait ils mettent
dans ce sac, qu'est-ce que ça représente, quel imaginaire urbain circule en Afrique aujourd'hui, qui n'est pas forcément le même que le nôtre. Mais les jeunes, ils n'ont pas forcément envie de rêver, ils ne rêvent pas de vivre, ou ils ne rêvent plus de venir à Paris ou à New York, mais il y a d'autres imaginaires, Dubaï, d'autres villes, le Nigeria, Lagos, etc. Donc qu'est-ce qu'on a comme imaginaire urbain? Les questions de politique, qui gouverne, par quoi, et en quoi le béton aujourd'hui aussi dit des choses sur la façon dont on fabrique la ville. Et puis des questions d'écologie politique, ça veut dire quoi construire des villes en milieu tropical où il n'y a pas vraiment d'argent pour maintenir et pour réparer le béton dans cet espace. Donc voilà, plein de questions aussi sur l'extractivisme et la société qu'on est en train de créer en Afrique, où pendant longtemps on a cru que c'était des villes faites de cases en bois, etc. Donc complètement un autre univers aujourd'hui. Alors comment j'ai fait? Tu l'as dit, j'ai suivi des sacs de ciment assez facilement. Le matin, je sortais de chez moi, je devais aller à l'université, et puis là, d'un seul coup, je voyais 50 camions marqués Dangote. Alors je vais vous raconter après qui est ce monsieur. 50 camions Dangote qui en fait viraient à gauche, alors au rond-point. Après avoir passé 1 heure à les suivre, je me disais peut-être je vais les suivre jusqu'au bout. Donc au lieu d'aller à l'université, je continuais à les suivre, et puis je suis arrivée comme ça jusqu'au Ghana, et puis jusqu'à la plateforme qu'il a achetée et par lequel il inonde toute l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est vraiment une géopolitique du ciment que j'ai faite. Et puis après, j'ai suivi en fait, si vous voulez, des gens qui construisaient. J'ai fait des suivis de chantier comme on faisait, ça n'a rien d'original, il y a plein de chercheurs qui faisaient ça dans les années 80, etc. Des suivis de chantier pour voir comment les gens construisaient, c'était quoi les blocages, pourquoi ils construisaient, comment, avec architecte, sans architecte, quel modèle, quel plan de maison, etc. Jusqu'après, tous les élus, et puis je suis remontée jusqu'aux dirigeants de cimenterie qui m'ont reçu, pour certains, après avoir longtemps insisté, et qui m'ont dit, en fait, il n'y a rien à dire parce que le ciment, c'est secret. Je dis, ah oui, d'accord, c'est intéressant parce qu'il y en a partout à vendre, mais en fait, c'est secret. Alors pourquoi c'est aussi secret que ça, le ciment? Parce que finalement, si c'est aussi omniprésent, je ne vois pas le problème. On n'est pas sur des trafics de drogue ou des trucs comme ça, on est sur ce que les gens achètent quotidiennement. Bon, voilà. Donc, vous voyez un petit peu comment j'ai remonté toute cette filière, à la fois verticale et horizontale, le long du corridor. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de vous présenter brièvement quelques idées, donc la question politique, le type de ville qui est en train de naître en fait avec ces sacs, la vie sociale du ciment et du béton, et puis demander quelle ville on est en train de créer dans cette partie du monde. Sachant que là, je parle du ciment, mais en fait, plus largement, je me suis intéressée évidemment au béton, puisqu'après j'ai commencé à regarder le sable, et puis l'eau, et puis les graviers, et puis comment en fait on avait toute une économie du béton qui fonctionnait dans cet espace ouest-africain. Alors d'abord, ce qui est intéressant, peut-être positionné d'un point de vue politique, c'est que l'Afrique est vue en ce moment, et puis vous voyez, moi j'ai fait ma thèse sur Nouakchott et Khartoum d'ailleurs, au Soudan, donc des villes qui n'intéressaient personne. J'ai commencé il y a 20 ans, et je peux vous dire qu'il y a 20 ans, l'Afrique de l'Ouest, Nouakchott, c'est des villes qui n'existaient même pas. Maintenant, quand vous dites je travaille au Bénin, à côté du Nigeria et tout, là, ça commence là. Parce que c'est quoi? C'est le grand marché. C'est là, en fait, où on va faire de l'argent ces 20, 30, 40 prochaines années. Donc c'est la nouvelle frontière pour les villes, pour le capitalisme. C'est très clair. Les bailleurs de fonds, les investisseurs, aujourd'hui, vous regardez les McKinsey ou Knight Frank, qui sont les cabinets d'investissement, qui disent « How to win in Africa ». Donc voilà, maintenant c'est la dernière part du gâteau à se partager. Il y a même donc un rapport de la Banque mondiale en 2016 qui dit « On va unlocker les barrières », donc on va... Vous voyez, on va tout ouvrir là, on va débloquer l'économie africaine, trickle down, vous savez, c'est des trucs à la mode, ça va ruisseler, les pauvres vont devenir riches, et surtout, un des secteurs sur lequel il faut investir, ciment, béton. Donc, les bailleurs de fonds encouragent l'industrie du ciment. Et du coup, si vous voulez, c'est devenu vraiment ce qui permet la croissance, c'est considéré comme un produit de base. Donc pourquoi tout le monde connaît le prix aussi? Parce que c'est subventionné par les États, au point, comme on va subventionner le prix du blé ou de l'essence chez nous, vous voyez, eh bien on va subventionner le prix du béton pour pas que ce soit trop cher, pour essayer de le rationner, pour que les gens puissent aussi construire, donc très important. Et puis on va même commencer à calculer l'émergence d'un pays en fonction non plus du PIB, c'est le grand indicateur, vous le savez, mais aussi en fonction de la consommation de ciment par ménage. Par habitant. Donc en fait la moyenne mondiale, j'ai vu dans ton dernier livre, là tu en parles aussi, la moyenne mondiale c'est à peu près 500 kilos par habitant par an.
Mais par exemple, des pays émergents, en Chine, on est à 800-900 kilos par habitant par an. Vous voyez, puis en plus, on maintient l'industrie de la construction, etc. Et en Afrique, on est à 100, 120, 150 kilos par an, par habitant, vous dites. Enfin, si vous êtes cimentier, vous vous dites fantastique. The place to be, la marge de manœuvre, la marge de progression, il y a de l'argent à se faire, parce que quand même, et c'est notre théorie avec... voilà, c'est qu'il y a plein d'économistes et d'investisseurs qui disent plein de pauvres, ça fait quand même beaucoup d'argent, parce que plein de pauvres mis ensemble, ça consomme. Donc quand même, ça fait de l'argent. Donc vous voyez, c'est devenu, si vous voulez, quelque chose d'omniprésent aussi pour côté, on va dire, développeurs, investisseurs, etc. Et puis, la nouveauté, et c'est ça le plus important, c'est que, alors vous savez comment on fabrique du ciment puis du béton, hein. Le ciment, il faut des carrières de calcaire. Pourquoi, en fait, la famille Fabre a fait fortune, c'est qu'ils amenaient du ciment qui était produit dans l'arrière-pays, là, et notamment rhodanien, etc. On emmenait du ciment, en fait, on emmenait du clinker. Okay, vous voyez, le clinker, c'est le calcaire fabriqué, etc., avec la combustion à 1450 degrés. On emmenait avant le clinker ou carrément le ciment, on l'emmenait en Afrique. C'était considéré le matériau des colons du blanc. C'était lui, le blanc, le colon, qui avait sa maison en béton, alors que comme on les appelait autrefois, les indigènes, eux, ils avaient des quartiers en bambou, en roseau, etc. Il y a plein de travaux là-dessus qui montrent bien les deux villes, la ville coloniale en béton et la ville indigène, voilà, avec les matériaux locaux. Bon, ça construit plein d'imaginaires. Après, vous allez voir, ça revient. Donc du coup, en fait, pendant très longtemps, on a importé le clinker, qui arrivait par les armateurs de Marseille notamment. On apportait, donc vous avez plein de cimenteries en fait qui sont sur le littoral. Mais en fait, c'est pas vraiment des cimenteries, c'est des silos pour recevoir le clinker ou pour recevoir le ciment en vrac. Et puis après, on fait l'ensachement sur place. Mais ce qui se passe, c'est que depuis une vingtaine d'années, eh bien, on a découvert un sillon calcaire ici. Là, vous voyez, au nord du Bénin et du Togo et du Nigeria qui traversent. Et là, on a commencé à créer donc ce qu'on appelle des cimenteries intégrées, c'est-à-dire à produire le ciment intégralement sur place. Donc plus besoin de l'importer, on produit sur place. Et notamment, on produit aussi grâce à des centrales électriques qui ont été produites là, pour qu'ils soient devenus un produit, produit localement. Donc, intéressant. Et notamment, on a cette figure de monsieur Aliko Dangote. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce monsieur ? Non ? Alors, vous allez en réentendre parler. En fait, maintenant, vous allez faire attention quand vous entendrez son nom. C'est l'homme africain, on va dire, le plus important aujourd'hui, le plus puissant, le plus fort, le plus riche, et qui a fait fortune en l'espace de 20-30 ans dans le ciment. Okay. Donc, pourquoi il est important ? Parce qu'il a permis, si vous voulez, d'africaniser ce matériau qui était considéré comme en tout cas que le ciment puis après le béton, qui était considéré comme des produits coloniaux, okay, des produits importés. Lui, maintenant, il dit, moi, j'ai mes cimenteries et je produis un ciment 100% africain. Donc, les Africains peuvent être fiers de consommer localement. Et vous voyez, bâtissons la cité avec le ciment du pays. Intéressant la rhétorique. Il y a d'autres pubs, je pourrais vous montrer, qui est ou quand il y a la Coupe d'Afrique des Nations, il y a marqué l'équipe de ciment, enfin le ciment supporte telle équipe. Ok, donc toute une rhétorique sur un produit qui est fabriqué localement. Il y a peu de produits fabriqués localement en Afrique. Il y a la bière, un peu d'industrie, le coton, il n'y en a plus, on exporte tout ça. Donc, si vous voulez, c'est tout un discours qui est en train de changer. Et Dangote, d'ailleurs, est en train d'ouvrir la première raffinerie de pétrole en Afrique. Intéressant parce qu'il est nigérian, c'est le premier pays producteur de pétrole en Afrique, mais le pétrole en général il part et puis il est raffiné pas très loin d'ici ou au nord de l'Europe, etc. Et lui là il est en train de dire, voyez, moi je suis quelqu'un qui fait pour le développement de mon pays, je suis ce qu'on appelle un afro-capitaliste, africapitaliste, c'est-à-dire je vais développer l'Afrique et je ne vais pas mettre mon argent dans les coffres-forts en Suisse. Je le dis parce que souvent il y en a d'autres qui le font, donc je suis bien placée pour le savoir parce que j'habite à Genève. Donc lui il dit, voilà, moi mon argent je le développe dans le pays, etc., etc. Et donc si vous voulez, il a complètement transformé aussi une industrie de la construction en faisant trembler les grands du ciment, c'est-à-dire Holcim. Avant on disait Lafarge, Holcim, mais finalement Holcim a racheté Lafarge aujourd'hui, donc voilà. Donc si vous voulez, Lafarge, Holcim aujourd'hui, ils sont faibles par rapport à Dangote. Dangote en plus il a un carnet d'adresses extraordinaire. Quand il a marié sa fille en 2000, je crois que c'était 2016 ou 2017,
c'était le deuxième mariage le plus important après Meghan et Harry, le couple princier. Hein. C'est-à-dire que c'était le mariage qui a coûté le plus, avec des Bill Gates qui sont venus, tout le monde est reparti avec sa Rolex en cadeau, vous voyez, c'était la bonbonnière, vous n'aviez pas des dragées, vous aviez une Rolex, donc vous voyez, on est dans quelque chose qui est vraiment important. Et lui, aujourd'hui, quand vous discutez, moi j'ai entendu une fois un enfant qui m'a dit, je dis, tu veux faire quoi plus tard? Donc, réponse classique, je vais être footballeur comme Samuel Eto'o, ou je veux être cimentier comme Aliko Dangote. Vous dites, intéressant. Donc vous voyez, on est vraiment dans une figure de la réussite à travers le BTP. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors justement, quelle ville on construit avec ça? Ce qui m'a fasciné en fait, quand j'étais à Cotonou, puis à Lagos, à Lomé, c'était de me dire, avec le même sac de ciment, on va produire des quartiers totalement différents. Et ça, c'est quand même assez fascinant de se dire, c'est la même matière grise, la même poudre. Alors après, on ne va pas doser de la même façon dans certains quartiers, avec, on va dire, dans les quartiers, vous voyez, ici, un peu riches, eh bien, on va faire 40 briques avec un sac, alors que dans les quartiers pauvres, on va en faire 50, vous voyez. Donc le dosage n'est pas exactement le même. Mais c'est le même sac de ciment au départ. Alors, quelle ville on produit? On produit une ville... donc une que j'ai appelée la Premium City, vous voyez, c'est un peu en m'inspirant de Damasio, là. Vous voyez celui qui écrit des livres de science-fiction et qui avait écrit ce livre dans Les Furtifs, il décrit la ville d'Orange, où bientôt il dit voilà, ce sera propriété de la boîte Orange de télécommunications, puis on aura des forfaits premium. Alors ceux qui auront le forfait premium, c'est ceux qui auront le droit d'aller au centre-ville parce qu'ils payent, vous voyez, comme sur Spotify, l'accès à venir au centre-ville, puis après vous avez des drones qui vous disent c'est une limited de ce mois-ci, achetez votre forfait premium pour pouvoir aller au centre-ville, etc. Bon, en fait, ça fait peur quand on lit Damasio, mais en fait, quand on va en Afrique, c'est déjà comme ça. Il y a déjà la moitié de Lagos, enfin pas la moitié, mais une bonne partie du centre-ville de Lagos qui n'est pas, où on ne peut pas aller quand on n'est pas de là-bas, c'est-à-dire que c'est fermé, c'est des quartiers vraiment fermés. Alors je sais qu'à Marseille, vous avez pas mal de quartiers fermés, vous êtes connus pour ça. Hein. En tout cas, mes collègues géographes ont beaucoup écrit sur les quartiers fermés de Marseille. Mais alors là, on est sur des choses encore plus puissantes, avec des quartiers d'élite. Et puis, vous connaissez certainement... Vous avez entendu parler de Eco Atlantic City, le plus grand projet en Afrique, un pôle d'air qu'on a créé de toutes pièces, qui est censé accueillir une ville du business et une ville où il fait bon vivre, qui est une marina géante. Et c'est donc toute une île artificielle qui a été créée devant la ville de Lagos pour pouvoir accueillir ces fonds d'investissement dont on ne sait pas d'où ils viennent, etc., etc. Et puis des modèles qui circulent après de pays en pays. Les Singapouriens ont construit évidemment Singapour, mais ils ont construit Kigali au Rwanda. Et puis du coup, quand le président béninois arrive à Kigali, il dit mais c'est joli la ville de Kigali, c'est la plus belle ville d'Afrique, le Singapour de l'Afrique. Comment vous avez fait? J'ai fait venir les Singapouriens. Ok, tiens, prends leur numéro. Et puis après ils débarquent dans d'autres, et puis ils dessinent des villes comme ça a posteriori ad hoc, sans venir même sur le terrain. Et puis vous avez d'autres gens qui fabriquent leur Premium City tout seul, comme le rappeur sénégalais et américain Akon, que vous connaissez peut-être. Ce rappeur qui a décidé d'aller créer sa ville. Donc il est en train de créer Akon City, c'est à 60 km au sud de Dakar. Et puis il a créé sa Bitcoin et tout ça. Et puis voilà, il fait sa ville à lui, en négociant directement. Donc on a des parties de territoire qui en fait échappent complètement, si vous voulez, aux pouvoirs locaux, parce que on a donné en fait ces territoires pour construire des villes qui sont réservées à une certaine élite, qui en plus est pas très grande. Donc si vous voulez, ça fait quand même réfléchir sur les villes qu'on est en train de produire là-bas. Autre type de ville, avec le même sac de ciment, on produit ce qu'on appelle les quartiers de logements sociaux. Alors, vous voyez, c'est des logements sociaux tout relatifs. Hein. Donc ça, c'est le nouveau quartier le programme de construction de 20 000 logements socio-économiques. Vous voyez la publicité. On est sur du middle class high standing. Donc ça, c'est pour les fonctionnaires, etc. Donc on crée des quartiers entiers. Qui sont censés accueillir des logements sociaux pour des gens qui effectivement ont des comptes en banque, ce qui n'est pas le cas de la majorité des habitants en Afrique de l'Ouest, qui évidemment sont trop pauvres pour avoir des comptes en banque. Donc ça, pareil, même sac de ciment, mais on est sur encore une autre type de population. Et puis la ville low cost, qui finalement est la ville la plus répandue, c'est-à-dire celle qui est autoproduite par les gens, vous voyez. Je crois qu'en 3 ans, j'ai vu 3 bétonnières et 2 stations à béton dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc autant dire qu'en fait, on fabrique du béton à bout de bras, hein, c'est comme ça. Et c'est ce qui fait le succès du béton dans ces espaces-là et du ciment.
c'est qu'en fait, un des gros problèmes, vous le savez, c'est l'électricité. Dans plein de pays, le Nigeria a beau être le pays le plus riche et développé de la zone, le Nigeria, vous le savez peut-être, vous pouvez être très riche et avoir 3 heures de courant par jour. Okay. Et donc un des gros problèmes, c'est les sources d'électricité. Et bien justement, ce qui est magnifique avec le ciment, c'est que c'est très compliqué à fabriquer, en tout cas à avoir la matière en sac, quoi. Mais une fois que vous l'avez comme ça, il suffit juste d'avoir quelqu'un qui va tourner lui-même, voilà, à bout de bras sa pelle et son eau, et s'il a un peu d'argent, du gravier, enfin des granulats, et puis sinon du sable. Et du coup, on peut construire vite, pas cher. L'ouverture des cimenteries par Dangote a fait, en fait, si vous voulez, cette ouverture massive, enfin massive, c'est presque 20-30 cimenteries qui ont ouvert ces dernières années en Afrique de l'Ouest, pas que Dangote d'ailleurs, hein, Lafarge Holcim, etc., puis d'autres, c'est que ça a fait baisser quand même le prix du sac de ciment. On est aujourd'hui sur du 3600 CFA, 4000, ouais, ça fait du 5-6 euros le sac, ce qui du coup est beaucoup moins cher qu'autrefois, voilà, quand il n'y avait pas ces cimenteries. Et puis, vous avez des dépôts, vous voyez, des containers qui sont mis au devant de la ville, c'est-à-dire dans les périphéries, vous avez des containers où, voilà, c'est pour ça que quand vous avez besoin d'acheter un sac, il y a toujours un revendeur à côté de chez vous. Donc voilà un petit peu ces types de villes qui sont en train de se construire et de se fabriquer, des villes, finalement des morceaux de villes très différents, mais toujours avec ce même matériau qui est voilà, quasiment omniprésent. Dans les choses intéressantes aussi, c'est le développement, si vous voulez, du rapport entre numérique, digital et construction. Alors je pense que ça se voit aussi dans vos métiers en tant qu'architecte et tout. Mais alors là, en Afrique de l'Ouest, c'est extraordinaire. Par exemple, les architectes aujourd'hui, vous savez que le gros problème, c'était quand quelqu'un veut construire, notamment, je pense à la diaspora. Il y a beaucoup d'Africains qui vivent à Marseille, en France, au Canada, qui veulent faire construire. Eh bien, ils faisaient comment? Ils envoyaient de l'argent par Western Union ou MoneyGram, et souvent, il y avait un problème, c'est que quand ils arrivaient l'été pour voir leur chantier, ils se rendaient compte qu'en fait, ils avaient envoyé de l'argent toute l'année et que le chantier n'avait pas avancé. Okay, et que le cousin était parti avec l'argent et qu'on ne savait pas où il était. Et pourtant, on avait envoyé des photos toute l'année, mais c'était la maison d'à côté. Okay. Et bien maintenant, ce qui se passe, c'est que les architectes, ceux qui construisent pour la diaspora, ils envoient tous les jours des photos de drones. Okay, ils surveillent les chantiers. Et du coup, vous avez des gens ici de la diaspora qui savent exactement où en est leur chantier. Et comment ils font? Ils ne passent plus par Western Union, le cousin et tout. Ils ont des applications pour acheter directement du ciment et le faire livrer sur la parcelle avec un clic. Vous voyez, le bonheur de commander son ciment en ligne. C'est pas magnifique ça? Vous voyez, et ça c'est quoi? C'est un cimentier qui s'est accordé avec MTN, c'est-à-dire la grosse compagnie de construction locale, enfin la compagnie de téléphonie mobile locale. Donc vraiment tout intéressant. Et puis il y a des suivis de chantier maintenant. Vous pouvez, enfin vraiment le digital qui est en train de transformer les métiers de la construction en Afrique de l'Ouest de façon très rapide. Bon, ça on pourra y revenir. Alors maintenant, je voulais parler de la vie sociale du ciment et justement à quel point c'était présent dans la vie des gens au quotidien. Alors d'abord, tout le monde sait fabriquer du béton. Ok. Bon, vous allez dire, moi aussi je faisais ça quand j'étais petite, hein, on s'amusait à faire de la truelle, du béton, etc. Et bien là-bas, tout le monde le sait aussi parce que vous voyez, les pictogrammes en fait sont très simples. Vous pouvez même être analphabète, mais vous savez qu'il faut une brouette de ciment, 2 de sable, 3 de gravier, et puis hop, pour les dosages. Vous voyez, et du coup, ça permet, même, c'est pour ça que je vous disais, les femmes savent construire, elles savent comment on fait du béton, elles connaissent les dosages, tout le monde connaît le dosage. Donc c'est très important à quel point c'est dans la vie sociale des gens. On pense béton, on se dit oui, moi, si vous voulez, mon idée, c'est pas de montrer que le béton, c'est horrible en Afrique, etc. Il faut aussi montrer à quel point c'est important pour les gens, c'est-à-dire que la plupart des gens sont soumis et vivent dans des quartiers précaires, n'ont pas vraiment de titre foncier, sont soumis aux des évictions très violentes, récurrentes, le bulldozer, tu connais bien, et quand même, voilà, le déguerpissement, comme on dit en Afrique francophone, fait partie du quotidien des gens. Et du coup, les gens construisent en béton, y compris dans les quartiers, on va dire, populaires, et voire dans les quartiers informels. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, en fait, le jour où, par exemple, là, vous voyez, il a une cabane en bambou, puis il se dit, je construis en béton derrière, parce que le jour où l'État va venir me déguerpir, le fait que j'ai investi autant d'argent pour construire en dur, ça veut bien dire que moi, j'étais légitime à rester ici. Donc, je vais pouvoir négocier une compensation.
Alors que si vous avez une cabane en bois, si vous voulez, il suffit d'une demi-heure et puis tout est parti, et puis il n'y a pas de traces, vous voyez. Alors que là, le béton, vous pouvez dire, non mais attendez, ma maison, elle vaut tant, donc ok, peut-être que je ne suis pas propriétaire du terrain, mais au moins vous me dédommagez le prix de ma construction. Et souvent, il y a des négociations qui s'enclenchent dans les quartiers précaires, parce que même aujourd'hui, la plupart des bidonvilles, si j'aime pas trop, on va dire, ou de quartiers informels, dirait ma collègue Agnès de Boulet, eh bien, même si en fait on est dans des quartiers précaires, aujourd'hui, ces bidonvilles, ils sont en fait en béton. Il y a très peu d'endroits où les quartiers sont restés, si vous voulez, en bois. Alors la tôle, oui, mais le bois, beaucoup moins. Et puis, moi, ce qui m'a assez fascinée, c'est la place des femmes, assez méconnues en fait dans ce monde de la construction. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je suis en train de continuer à travailler. Bon, déjà, les femmes, en règle générale, dans le monde, sont très peu présentes, on va dire, dans le milieu du BTP, même si j'ai entendu des pubs là, en France qui disaient « Venez mesdames », enfin, c'était pas dit comme ça, mais en gros, qui disaient « Voilà, on va féminiser la profession ». Et puis là-bas, il y a des femmes qui construisent en fait, même seules, qui en fait voient ça comme un acte aussi d'émancipation. Je suis une jeune femme comme celle-ci, là, Elinor, qui construisait elle-même, qui disait voilà, moi je veux pas dépendre de mon frère, de mon père, je veux pas me marier tout de suite, donc je veux ma maison, et comme ça personne m'embête. Donc vraiment une manière d'être indépendante, ou des femmes veuves aussi qui construisent pour échapper à la belle famille, des cadets. Donc ce qu'on appelle les cadets sociaux, donc qui veulent s'émanciper des frères aînés qui en fait dirigent pour toute la famille, qui vont essayer de construire, etc. Donc il y a toute une histoire. Et puis il y a des rituels de passage avec l'idée que, en fait, à 20 ans, en Afrique de l'Ouest, en général, ce qu'il faut, c'est avoir une moto. Okay, parce que c'est le symbole de l'indépendance, de les pouvoir faire des choses. Alors peut-être vous connaissez mon collègue qui est ici à Marseille, Giorgio Blundo, qui est anthropologue à l'EHESS, qui a fait un magnifique travail sur les motos, les motos en Afrique de l'Ouest. Et puis je ne sais pas si vous connaissez ces rappeurs comme DJ Arafat, là, celui qui est mort tragiquement d'ailleurs en moto. Jakarta, non, c'est les motos Jakarta. Ouais, c'est ce qu'on appelle les motos de Jakarta, voilà. Et ben DJ Arafat, il a une chanson qui s'appelle Moto Moto, et puis il montre à quel point c'est important. Et puis il y a même une chanson qui s'appelle No Moto, No Highway, c'est le nom aussi de la moto locale. No Highway, No Fuck. Vous voyez à quel point en fait c'est important d'avoir une moto pour exister aussi auprès des filles. Donc moto à 20 ans, parcelle à 30 ans, construction de la maison à 40 ans. Ça, c'est le truc, on va dire, le rituel de passage dans la société, surtout quand on est un homme. Si vous commencez, moi j'avais mon prof de fond, là, de la langue locale au Bénin, qui avait commencé à acheter une maison avant d'acheter d'acheter une voiture avant d'acheter une maison, et là tout le monde disait, mais c'est pas possible, tu peux pas garer ta voiture devant la maison d'un autre. Mais c'est pas possible, on achète d'abord la maison, tu mets à l'abri la famille, et après tu pourras t'acheter une voiture. Donc vraiment, ce rituel... et puis surtout, même quand on a 40 ans, après, on fait quoi? On se dit, je construis à côté de ma maison pour qu'à 60 ans, j'ai une petite maison à côté de chez moi que je puisse louer, parce qu'il me faut une retraite, parce que je suis dans des pays où il n'y a pas de retraite, je vous rappelle. Il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de retraite. Donc le jour où vous arrêtez de travailler, où il vous arrive un truc, il faut qu'il y ait une rentrée d'argent. Donc il faut qu'il y ait un locataire chez vous qui vous ramène un loyer tous les mois, comme une espèce de retraite. Donc en fait, on continue à construire et à penser à la construction toute sa vie. Alors vous allez dire, nous aussi, dans nos sociétés, les parents, nous, on s'endette tous pour 25 ans, 30 ans. Mais disons que là, c'est avec encore plus d'incertitude. Et puis, voilà, de toute façon, le succès de quelqu'un se mesure aux tonnes de béton qu'il a coulé. Et puis, voilà, la place aussi de cette... on mesure sa force, vous voyez, l'imaginaire, l'icône associée au béton, donc le taureau, le bélier, l'éléphant, donc c'est quand même lié à la virilité. Et puis, à cette idée que c'est, voilà, un homme respectable. Mon mari est capable, c'est le nom d'un pagne en Afrique de l'Ouest, c'est pas parce qu'il a construit en béton. Voilà. Alors, ça a fait réfléchir sur les imaginaires et sur les désirs aussi. Donc, évidemment, moi, en fait, ça me fait beaucoup penser aux Trois Petits Cochons. Je veux dire, on a été nourris de cet imaginaire-là, où on a appris que quand même, si on construisait en bois ou en paille, le méchant loup, il allait venir et puis détruire notre maison, que seule la maison de briques et de ciment allait résister. Et bien, dans les livrets d'école, en fait, j'ai récupéré pas mal de manuels scolaires où on apprend le français. Puis il y a marqué, voilà, ma maison, elle est belle parce qu'elle est en béton. Vous voyez, et puis on fait apprendre aux enfants ciment, béton armé, tôle ondulée, vous voyez, dans les mots en fait qu'on apprend dans un abécédaire à l'école primaire.
Donc voilà, on a cet imaginaire-là. Et puis vous voyez, ça c'est un modèle d'un architecte qui faisait ça et qui disait, voilà, j'ai mis des colonnes grecques, je fais un truc comme ça avec ces imaginaires en fait très orientés, mais aussi parce qu'on va en reparler de l'école d'architecture, qui en fait forment des jeunes qui sont sur des modèles de maisons européennes. Donc forcément ça fait, vous voyez, comme ce palais de béton là, qui a vu le jour à Porto Novo. Et puis pour terminer là, une dizaine de minutes, donc ça a fait réfléchir quand même à la ville qu'on est en train de construire, enfin à ces villes qu'on est en train de construire en Afrique de l'Ouest, et ça fait réfléchir aussi aux nôtres. C'est-à-dire, c'est pas seulement ah mon Dieu c'est horrible là-bas, ça fait réfléchir aussi à ce qu'on est en train de construire. Ça fait réfléchir parce qu'on a vu en 2018 avec l'effondrement du pont de Gênes qu'en plus le béton, voilà, c'est pas le matériau qu'on nous avait vendu à la fois où en fait il suffit de construire et puis ça reste pour l'éternité, hein, que quand même c'est des matériaux qui nécessitent de l'entretien. Alors les effondrements, c'est pas à Marseille que je vais parler de ça, c'est fait partie aussi malheureusement du quotidien en Afrique, pour différentes raisons, mauvais dosage, pas de bon fer à béton, pas d'architecte, voilà, mais du coup on a des effondrements très énormes en fait. À Lagos, il y a quelqu'un qui a recensé les effondrements sur une dizaine d'années, c'est plusieurs centaines de personnes qui sont décédées, enfin voilà, des choses assez violentes. Donc la question moi, que je me pose en voyant tous ces bâtiments qui sont récents en fait, c'est de me dire mais qui va entretenir ça ? Vous voyez, les immeubles, là, les étages, etc. Sachant que c'est nous, ça coûte énormément cher d'entretenir, qu'on est sur des problématiques avec de l'eau, donc aussi du béton armé qui vieillit très mal avec des infiltrations, donc on sait que ça se détache, les balcons qui tombent, etc. Bref, et là on se dit, nous on est sur des bâtiments récents en Afrique, ici on est sur des bâtiments qui ont 40, 50 ans, la vie du béton c'est 50, 70 ans, donc là on est sur la fin, donc là on est sur le début, donc qui va entretenir ça en Afrique? C'est des vraies questions. Maintenant, on sait c'est à peu près 7-8% des émissions de gaz à effet de serre. On pourra en reparler demain. Je parlerai de la ZAD de la colline là, qui a eu lieu en Suisse. Première ZAD contre Holcim. Donc ça a été un moment très important. Donc quelle ville on est en train de construire ? Quelle ville on est en train de construire et quelle maison ? J'ai quand même fait des entretiens avec une fois avec un certain François qui m'invite chez lui, qui me montre sa maison, qui est voilà, une petite maison comme ça, sauf qu'elle était toute en béton. Et puis qui me dit à la fin, t'as vu elle est belle ma maison? Oui, oui. Mais en fait je dors dehors. Ah bon? Il me dit bah oui parce qu'en fait il fait trop chaud dedans et du coup mon problème c'est que comme j'ai construit dans un quartier où il n'y a pas, si vous voulez dans les périphéries lointaines de la ville, il n'y a pas encore les réseaux, donc il n'y a pas d'électricité, donc il ne peut pas mettre de ventilateur. Donc en fait il dort dehors et il se fait bouffer par les moustiques. Donc vous voyez on arrive à des... Et tout le monde sait dans cette région-là que les maisons en terre, dont il reste comme ça, ou les maisons dites afro-brésiliennes, donc on va retrouver dans certaines villes, parce qu'il y avait les anciens esclaves libérés en Amérique latine, les Brésiliens, les afro-brésiliens qui sont rentrés et qui ont commencé à construire comme on construit des maisons au Brésil. Et du coup il y a tout un patrimoine architectural qui est fantastique. Et là tout le monde sait que ces maisons sont bien mieux faites que celles qu'on fait aujourd'hui. Vous voyez, celle-ci, elle est belle. Donc aujourd'hui, de toute façon, on construit des maisons sur le modèle dit nigérian. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films de ce qu'on appelle Nollywood. Donc c'est le film nigérian. Hein. Vous regardez, il y a une ville en fait au Nigeria où les maisons sont faites que pour faire des films. Vous les louez avec que des colonnades. Je ne sais pas si vous avez vu le film The Wedding Party, là, qui est le grand film nigérian qui a fait je ne sais plus combien de millions d'entrées. Bon, des maisons extraordinaires. C'est un mélange un peu aussi comment on appelle ça, traditionnel, néo-victorien, donc un modèle anglais transposé aux États-Unis qui revient en Afrique. Donc c'est très particulier. Et surtout, c'est des maisons sans fenêtres. Vous voyez, c'est comme celle-ci, fenêtre teintée. Pourquoi ? Parce que de toute façon, il y a un énorme, en général, rideau derrière en velours, parce que de toute façon, on n'ouvre pas les fenêtres, tout est climé. Okay, donc vous allez, si un jour vous avez la chance d'aller au Nigeria, à Lagos, vous allez dans un hôtel et vous allez chercher la fenêtre pendant un bon moment dans votre chambre, parce qu'il n'y en a pas souvent. Ou alors elle est toute petite, fermée, et de toute façon tout est climé. Donc vous voyez, c'est assez intéressant aussi d'un point de vue architectural ce qu'on est en train de construire. Alors ça pose des questions, je vais finir un peu là-dessus. Quand même, il n'y a pas que ça. Là, vous avez vu cette année, donc lueur d'espoir. Voilà, Francis Kéré, burkinabé, prix Pritzker, donc fantastique. Bon, le nom circulait depuis quelques temps.
Alors, recevoir le Pritzker, alors, par exemple, moi j'étais en Suisse, il y a un journal qui a titré Pritzker, un Africain, point d'exclamation. Et tellement c'était... voilà. Alors, c'est important parce qu'il se passe quand même quelque chose là, depuis, on va dire, quelques années, depuis 5 ans, et puis là, bon, c'était un peu le climax cette année avec Francis Kéré. Il se passe quelque chose parce que pendant très longtemps, on a complètement nié l'architecture africaine. C'est-à-dire ça n'existait pas. J'ai discuté avec une architecte nigériane, elle me dit que quand elle est partie faire ses études aux États-Unis, elle a dit je vais faire un truc sur l'architecture à Ibadan, 4e ville, petite ville de 6 millions d'habitants au Nigeria. Elle dit je vais faire, et là on lui a dit non en fait c'est bon, en Afrique il n'y a que des cases, tu peux. Enfin, elle m'a dit, mon prof il m'a dit non, il y a des cases, tu vas pas nous faire un truc sur l'architecture au Nigeria, enfin n'importe quoi. Donc en fait ce qui se passe là, c'est que mettre Francis Kéré, enfin attribuer le Pritzker à Francis Kéré, c'est quand même d'abord mettre l'Afrique sur la carte de l'architecture. Et ça c'est important. En plus, au même moment est sorti ce guide que vous connaissez certainement, enfin en tout cas voilà, il y a les guides pour toutes les zones du monde, il n'y en avait jamais eu pour l'Afrique, en 10 volumes. L'Afrique, enfin l'architecture, le guide de l'architecture d'Afrique subsaharienne, qui est fantastique. D'un point de vue, en plus c'est plein de collègues qui ont écrit, c'est vraiment hyper bien fait. Et ça ne s'arrête pas à la mosquée de Gao. Vous voyez, parce que souvent c'est ça. Ah là là, fantastique, au Mali, les gens ils reconstruisent la mosquée après chaque pluie. Non, il y a bien d'autres choses. Donc voilà, il y a eu tout ça. Alors peut-être on peut en débattre après. Vous allez me dire, mais c'est peut-être un effet de mode et tout. Oui, certainement. Après, peut-être que voilà, en ce moment, Francis Kéré est intouchable, on peut plus l'appeler, etc. Et puis c'est peut-être juste un effet de mode. N'empêche que c'est quand même si c'est un peu symbolique, c'est quand même important et suffisamment important de souligner qu'on a valorisé, en tout cas à travers ce prix, une architecture qui est un peu particulière et qui n'est pas exactement dans les canaux, c'est-à-dire l'architecture en terre, avec des matériaux locaux, vernaculaires, comme on dit, ou néo-vernaculaires, avec lui qui dit en fait même les pauvres ont droit au confort. Okay. Ce que ça peut changer aussi, c'est que en fait en Afrique de l'Ouest, on va pouvoir mettre Francis Kéré, si vous voulez, dans le programme. Donc mettre Francis Kéré, ça veut dire mettre l'architecture africaine dans le programme. Okay. Et ça c'est important, parce que jusqu'à maintenant on faisait Lord Wright, voilà, on apprenait tous les grands à Londres, on était aux États-Unis, voilà, les Européens, etc. Mais on n'apprenait jamais les architectes locaux. Et donc ça va permettre, derrière lui, il y a aussi d'autres architectes dont on donne la parole aujourd'hui, comme Sename Kofi qui était là il y a 2 semaines, Kofi Agbodjinou. Enfin voilà. Et donc du coup ça permet de mettre aussi de donner la parole et puis de se dire, en fait on peut être fier de construire aussi avec des matériaux locaux. Ça veut dire que l'élite qui construit là, ces palais de béton horribles, il y a quand même souvent un effet de mimétisme. Vous êtes l'élite, vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez essayer de vous faire une maison par Francis Kéré. Ah oui, par exemple, moi je connais bien un artiste béninois très connu qui s'appelle Romuald Azoumé, c'est Francis Kéré qui a fait sa maison, donc vous voyez, l'artiste le plus connu au Bénin a fait construire sa maison par Francis Kéré, je veux la même. Donc c'est une maison, en fait, on va déjà faire circuler l'air, on va faire vous voyez, des ventilations naturelles, des portes qui vont être face à face, comme on va pouvoir voilà, juste faire des courants d'air, vous voyez, des choses comme ça, toutes simples, qu'on va réintroduire dans l'architecture traditionnelle. Et ça veut dire qu'il va y avoir des jeunes, parce que vous savez qu'il n'y a qu'une seule école d'architecture en Afrique de l'Ouest, qui est à Lomé, ici, qui s'appelle les Hameaux. Vous êtes peut-être des accords d'ailleurs avec eux. Les Hameaux, l'école africaine, les Hameaux, école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Voilà. Et en fait, que vous soyez né au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, si vous voulez faire architecture, vous êtes obligé d'aller dans cette école, qui par ailleurs est payante. Ce qui pose d'ailleurs une question. Oui ? Je crois qu'il y a une école en Côte d'Ivoire qui est Ouais, alors, parce que maintenant il y en a d'autres qui ont été ouvertes mais qui sont privées. Parce qu'il y en a une aussi à Dakar et puis maintenant à Lomé, en Côte d'Ivoire. Mais normalement, c'est l'école panafricaine. Donc c'était l'école où on formait tous les architectes ouest-africains. Et heureusement, il y a d'autres écoles et puis il y en a d'autres là à Dakar qui sont ouvertes. Et puis vous avez raison. Voilà. Et du coup, ça va permettre de renforcer aussi, de réouvrir et puis de changer les programmes, de mettre par exemple de l'architecture avec des produits et des matériaux locaux. Ça a été long à faire dans les écoles d'architecture en Europe, faut pas se cacher. Le PFL, ça fait pas très longtemps, moi qui suis en Suisse, qu'il y a ça dans le programme.
Et puis du coup ça permet, si vous voulez, aussi d'imaginer qu'on puisse construire autrement. Et puis se développe d'ailleurs tout un réseau de gens qui construisent en terre aujourd'hui, en bois, et qui échangent entre eux. Alors notamment il y a le groupe Fact Sahel Plus, je ne sais pas si vous connaissez, hyper actif. Je suis dans le réseau, sur le groupe WhatsApp, en fait c'est plein d'Africains, c'est assez génial, qui s'envoient des photos de leur chantier, qui disent bah moi j'ai construit ça au Mali, ah moi j'ai fait ça, comment t'as fait ça, tu l'as eu où ta presse à BTC, enfin vraiment, et tout quelque chose qui est en train de changer. Il y a Doudoudem élémentaire à Dakar, etc. Et ça montre aussi que c'est peut-être possible d'arrêter de construire en béton, c'est pas la question, je veux dire on en a besoin, on pourra jamais construire autant pour la demande, etc. Mais peut-être de construire avec un peu moins de béton, parfois de façon un peu plus sensée, raisonnée, en réouvrant, vous voyez, en faisant du appel au bon sens en fait de l'architecture telle qu'on l'avait autrement, et puis autrefois. Et puis là, je vous renvoie à ce livre, La construire en terre au Sahel aujourd'hui, de Odile van der Meren. Conclusion, voilà. Alors c'est intéressant aujourd'hui parce que voilà, il y a tout un mouvement qui est en train de prendre forme. Moi j'essaye de faire le lien entre des architectes ici et des architectes en Afrique de l'Ouest. Ça marche bien. Il y a quand même tout un discours qui est en train de se créer. Alors voilà, en même temps vous avez vu peut-être ce film Black Panther, hein, puis il y a le 2 là qui sort. Wakanda, c'est quand même une ville bien bétonnée. Après, il y a quand même Birnazana, la ville de Wakanda, elle est à la fois bien bétonnée, en même temps elle est très végétalisée, donc c'est intéressant. Sauf que quand le film est sorti, moi je l'ai vu là-bas quand il est sorti au Bénin, les gens disaient ah non mais c'est, les gosses ils disaient non mais c'est tout bushy, c'est trop la brousse là cette ville, nous on n'en veut pas. Vous voyez, une ville de science-fiction, donc c'est intéressant. Et en même temps il y a d'autres, voyez, artistes là comme Olalekan Jeyifus qui essayent de transformer, d'imaginer aussi des villes où en fait on pourrait réintroduire une habitation plus légère. Ça pose quand même des questions sur moi, ce qui me pose et m'interroge sur cette question de aujourd'hui. Le risque avec Francis Kéré, ce serait de dire regardez, les Africains c'est génial, ils ont qu'à retourner dans les cases. Francis Kéré, il fait des cases, donc très bien. Donc on va refaire tout le monde en cases, et puis de toute façon c'est très bien. Et puis en plus, comme il faut être sobre, autant commencer par l'Afrique. Hein. Et ça, du coup, c'est très gênant comme discours parce que le risque, c'est de créer aussi une espèce de rancœur. D'ailleurs, il y a plein de livres qui sortent là sur la dette, sur la réparation, comme on l'appelle, qui disent en fait, là, vous commencez à prendre conscience que c'est la fin de l'abondance, okay, qui disent vous en Europe, ou on va dire en Occident. Sauf qu'eux, ils disent, ah mais attendez, nous c'est le début de l'abondance, donc vous n'allez pas commencer à nous dire, là, maintenant que vous avez pollué toute la planète, que nous, les Africains, on n'a plus le droit à la clim, parce qu'en fait, vous êtes en train de vous en installer partout, il y en a déjà un ménage sur 4 en France. Voilà, donc, si vous voulez, il commence à y avoir des trucs qui disent, ah ouais, moi je peux plus avoir de voiture. Non mais moi, bien sûr que je veux une voiture maintenant, je veux une clim, je veux une voiture, je veux une maison en béton, je veux une machine à laver, et puis c'est pas la fin de l'abondance pour nous, parce que nous, on commence à accéder à ces biens de consommation. Et là, ça va être la grosse, à mon avis, les grosses tensions sur les 30, 50 prochaines années à venir, avec des millions de gens, parce que maintenant on n'est plus le centre du monde, hein, on le sait, hein, mais il faut quand même en prendre conscience, avec des millions de gens qui vont vouloir consommer, et nous qui allons dire non, il faut réduire là. Okay, donc sobriété, puis vous les villes en Afrique, c'est génial parce que vous êtes beaucoup plus sobres que nous. Ah oui, non mais attendez, dans 20 ans on va être beaucoup plus consommatrices que vous. Donc là on se retrouve sur des... Et puis des gens qui disent les réparations c'est pas nous qui les payons. Quand on dit réparation, c'est réparation de la traite esclavagiste, réparation du plantatocienne, comme dit... plantatiocène, comme dit Malcolm Ferdinand, donc toute l'économie des plantations qui s'est basée sur la force des esclaves, des Africains transformés en esclaves, etc. Donc l'extractivisme, oui, ok, donc vous vivez, vos sociétés vivent sur l'extraction en Afrique, de tout, enfin on a tous un bout de cobalt sur nous avec nos téléphones qui vient du Congo, donc voilà. Donc vous voyez, c'est tout ça qui est en train de se rejouer, et puis la question du colonialisme. Alors j'aimerais dire oui, effectivement, le béton, c'est colonial, etc. Néocolonialisme, Lafarge, Holcim, mais en fait non, vous voyez, c'est aussi plus compliqué que ça. Dangote est africain, et puis va aussi jouer sur la corde de on va africaniser, le secteur du BTP est en train de s'africaniser. Bien sûr, les entreprises françaises sont toujours là, etc. Mais on a aujourd'hui des dirigeants qui sont africains aussi, donc c'est plus complexe que ça, c'est toute une géopolitique qui est très compliquée. Mais bon, pour finir, je vous encourage à lire et à découvrir si vous ne connaissez pas, parce que je trouve ça intéressant quand on est architecte ou travaillant, urbaniste, sur ce qu'on appelle l'afrofuturisme, la science-fiction africaine en ce moment.
des gens comme Okorafor, Nnedi Okorafor, peut-être vous connaissez, les Goons, voilà, tout ce mouvement en fait qui pense et imagine les villes africaines dans 20-30 ans comme étant le lieu en fait d'où on va s'inspirer et d'où on va prendre modèle en fait sur ce qu'on va créer comme ville. Ce que Achille Mbembe, le philosophe camerounais, appelle des métastases créatives, c'est-à-dire c'est là où il y a le pire, mais en même temps de là peut naître aussi quelque chose qui peut être intéressant. Et puis, si vous n'avez pas vu, je vous encourage à voir ce film qui s'appelle The Tower, Concrete Utopia, de Sami Baloji et Philippe Debouc. Philippe Debouc, qui est un collègue belge, et Sami Baloji, qui est un artiste congolais, qui est vraiment fascinant. Et puis, dans ce film, en fait, c'est un docteur congolais qui a décidé de construire sa maison, vous voyez, puis il a fait 14 étages comme ça, et puis il explique, donc il vous fait visiter étage par étage comment il a fait en béton armé, comment il organise ses bureaux, et en fait c'est une utopie dystopie parce que finalement cette maison est inhabitable. Mais du coup c'est assez intéressant aussi de se rendre compte voilà, de ce que représente cette matière grise, ce matériau dans des villes voilà, aujourd'hui ouest-africaines qui sont certainement les villes de demain. Voilà, je vous remercie. Parfait. On a un peu plus de 20 minutes pour des échanges de questions. Et voilà, donc lancez-vous. Ouais. Ah, ça c'est une bonne question. Ah oui, donc l'origine. Oui, alors vous aurez compris que mon petit tropisme, c'est de toujours regarder d'où viennent les objets, un peu comme avec mon collègue Olivier Pliez. Et justement, il y a maintenant des choses qui m'intéresseraient de suivre, c'est les fers à béton. Ouais, puis il y a les céramiques, je vais en reparler après. Les fers à béton, parce que un des gros problèmes, si vous voulez, c'est que donc il y a de l'acier, il y a des fers à béton qui sont produits localement avec de l'acier dont les bobines d'acier viennent d'Ukraine. Donc vous voyez un peu tout ce que ça change en ce moment sur le secteur de la construction en Afrique de l'Ouest. Il y a une partie des fers à béton qui arrivent de Chine et qui sont d'assez mauvaise qualité. Une partie, mais pas toutes, parce que vous savez, aujourd'hui, les produits chinois, vous avez toutes les gammes dans les produits chinois. Donc on ne peut pas dire que tout ce qui vient de Chine est mauvais. Parce qu'en fait, vous avez des produits chinois, des fers à béton qui sont très mauvais, et puis en fait, vous avez tous les prix. C'est un peu comme quand vous allez chez Castorama, vous pouvez acheter toutes les gammes. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la plupart des gens, ils achètent des fers à béton pas chers, en se disant, ils ne voient pas, si vous voulez, et puis ils n'ont pas d'architecte. Donc c'est sûr que les fers à béton produits localement de bonne qualité, souvent ils servent aux chantiers de l'État ou aux chantiers des riches, si vous voulez, mais très peu aux chantiers locaux. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'il y a un écart de prix quand même qui est assez important. Donc les fers à béton produits localement, il y a des sociétés, il y a des Indiens en fait. Vous savez que les Indiens en Afrique de l'Ouest sont très présents dans tout ce qui est acier, et dans tout ce qui est acier. Donc les styles, ils ont plein de steel company ou de trucs comme ça. Et puis après, ils le réexportent. D'ailleurs, il y a pas mal d'acier. Normalement, c'est interdit de sortir des pays ouest-africains. Certains pays interdisent que l'acier sorte du pays. Mais en fait, dans certains ports, il part vers l'Inde. Donc ça, c'est toute une autre économie passionnante à suivre. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. La même chose pour les finitions. Aujourd'hui, en fait, si vous êtes riche, vous allez essayer de vous distinguer, et souvent on se distingue. Certains parmi vous sont allés à Dakar notamment, ça se voit beaucoup, on met du carrelage sur les maisons. Vous avez peut-être déjà vu ça. Ce que normalement on met dans les salles de bain, en fait on carrelle tous les extérieurs des maisons. Comme un peu au Portugal. D'ailleurs, en fait, c'est les Libanais qui ont amené cette mode en Afrique de l'Ouest. Parce qu'on pourrait reparler des Libanais qui sont très présents dans le secteur de la construction, qui font l'import-export, avec la Chine aussi notamment. Les Libanais, et eux, ils ont amené cette mode de mettre du carrelage, ce qui en fait va pas du tout, parce que dans les pays où il fait chaud comme ça, dès qu'il pleut, on est sur des pays où il pleut beaucoup, souvent l'eau s'infiltre derrière les carreaux, et puis au bout d'un moment ça se détache, et puis du coup la façade elle tombe. Alors là c'est très intéressant, parce que pour bien connaître le secteur de la céramique en Italie, les Italiens en fait sont à fond sur le marché africain. Il y a des showrooms, des grandes sociétés de céramique de la région de Sassuolo, Faenza en Italie, qui sont en train de s'installer en Afrique de l'Ouest pour vendre du carrelage aux élites qui recouvrent leurs maisons de carrelage. Donc vous voyez, il y a plein de choses assez fascinantes sur la circulation des autres matériaux en fait. Du sable aussi, on ne construit pas forcément avec le bon sable.
pas forcément les bons dosages. Et d'ailleurs, même les ciments, il y a plusieurs types de ciments, plusieurs normes. Et par exemple, pour faire des dalles, normalement, on n'utilise pas le même ciment. Mais en fait, là-bas, on utilise le même pour tout. Et ça, c'est ça aussi le gros problème. Voilà, si ça répond à vos questions. Peut-être que vous pouvez revenir sur l'image que vous aviez affichée avec la construction traditionnelle en terre, la construction qui a été faite en béton. Ouais. Parce que je trouve ça drôle quand même que les typologies elles se ressemblent, c'est-à-dire que bien que ce soit du béton, les ouvertures elles sont trop petites. J'ai l'impression qu'ils copient en fait leur style à eux, mais avec un matériau qui au final leur permettait peut-être une ouverture. Oui, alors quand même, souvent on n'a pas des grandes ouvertures quand même, hein, parce qu'on est sur des pays, sur des climats très très chauds, puis quand il pleut, après quand vous avez des grandes ouvertures, il faut pouvoir étanchéifier. Mais en général, quand vous avez des petites ouvertures comme ça, puis vous avez des, comment on appelle ça, les claustras, là, donc pour ouvrir, pour que l'air circule. Donc normalement dans les maisons, on va dire classiques, vous avez des fenêtres en bois avec des claustras pour que l'air passe du... Et normalement, avant, on mettait souvent les fenêtres quand même face à face, de part et d'autre de la maison. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous voyez là, on se dit, mais dans cette pièce-là, comment on va vivre ? Tout simplement ici ou ici. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, oui, si vous voulez, on peut garder ce même style... Après, si vous allez au Nigeria, au Ghana, au Bénin, au Togo, c'est pas non plus les mêmes maisons. Au Ghana et au Nigeria, on a des toits beaucoup plus hauts comme ceci. D'ailleurs, ça à Porto Novo, c'est la frontière nigériane. Donc, mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même une correspondance. C'est intéressant. Ouais. Vous avez parlé des villes informelles et des personnes qui construisent du coup avec du béton. Vous avez dit qu'ils savaient tous faire du béton. Mais est-ce qu'ils savent vraiment l'utiliser? Est-ce qu'ils fondent leur bâtiment? Et comment ils se transmettent ce savoir Ouais. Comment construire avec du béton, quoi, surtout sur les endroits très pauvres. Alors ça, c'est une vraie bonne question. C'est-à-dire que tout le monde pense savoir faire du béton parce que ça donne l'impression que c'est facile en fait. Vous voyez, le dimanche, les gens, après la messe, ou voilà, ils vont aller monter un mur, quoi. Mais en fait, il y a très peu de gens qui savent bien construire. Donc ça, c'est vous voyez, même le dosage. Par exemple, dans les enquêtes que j'ai fait, j'avais suivi un chef maçon, parce qu'il n'y a pas même de maître d'œuvre, etc. Souvent, c'est le chef maçon qui fait tout. Et le chef maçon, il me disait, en fait, tu vois, même au village, on va pas faire le même nombre de briques avec le même sac. On va en faire moins à Cotonou parce qu'on va essayer de rajouter un étage, donc on va faire des briques un peu plus solides quand même parce qu'on sait que... Mais vous voyez, tout ça c'est un peu... Et puis surtout, les gens, ils n'ont pas confiance parce que le maçon, on ne sait jamais combien de briques il va faire, est-ce qu'il ne va pas garder du ciment chez lui. Donc maintenant, ce qui commence à se développer, c'est des endroits en fait où on va fabriquer, vous voyez, où on fabrique presque de façon, alors c'est du préfabriqué, hein, de toute façon c'est ce qu'a fait la fortune, enfin c'est ce qu'a fait aussi qui a permis la reconstruction de l'Europe dans les années 50 avec la standardisation du parpaing de béton. Et en fait maintenant il y a des usines qui vont fabriquer ça pour que ce soit de meilleure qualité, plutôt que ce soit fait directement sur le chantier. Mais vous voyez, quelqu'un qui a de l'argent, aujourd'hui, il va hésiter entre acheter les briques déjà faites et se les faire livrer. Il va dire, mais ça va casser au transport et tout, ou les faire directement par un maçon sur son chantier. Donc on a vraiment, c'est presque deux, c'est assez différent, quoi. Donc il y a une vraie hésitation. Mais oui, là, la question du dosage et tout, en fait, il y a très peu de gens qui savent bien construire. Et c'est là le problème. C'est pour ça que quand vous faites une maison rez-de-chaussée, ça va. Mais les étages, ça commence à... Puis vous voyez, là, par exemple, cette image-là de... Enfin, voilà, qui a fait ce plan? Les gens, ils disent, j'ai le plan dans ma tête. Puis après, ils montrent au maçon. Et vous voyez, entre ce qu'ils veulent et ce qui ressort, c'est pas forcément la même chose, quoi. Donc ça fait quand même réfléchir, ouais. Ça coûte cher de prendre un architecte, donc les gens ne voient pas à long terme l'intérêt d'avoir un architecte, parce qu'ils calculent au coût comme ça, quoi. Ça génère pas du coup une forme d'expérimentation au sein des quartiers où il y a des essais qui sont faits par certains et qui du coup transmettent des choses à faire aux autres, et du coup il y a une culture de la construction par quartier qui s'en. Alors c'est peut-être pas par quartier, mais l'idée, là vous dites au fur et à mesure, c'est vraiment une construction incrémentale. C'est-à-dire déjà, vous voyez les gens, donc je vous dis, quand vous gagnez de l'argent, c'est pas que vous recevez votre salaire à la fin du mois.
Okay, il faut complètement changer et imaginer que les gens sont beaucoup plus dans une incertitude et de l'informalité. Donc, vous dites, ok, donc aujourd'hui j'ai été payé. Par exemple, vous êtes chauffeur de taxi. Vous ramenez de l'argent, vous dites, ah aujourd'hui j'ai fait une bonne journée, j'ai un peu mis de l'argent de côté. On dit que l'argent dans cette région-là, il est liquide. C'est-à-dire que vous l'avez là, et les gens vous disent, hop, il est déjà reparti. Parce que si vous rentrez à la maison avec de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Il y a un voisin qui va venir vous dire, ah, mon fils il est malade, donnez-moi de l'argent. Il y en a la femme qui va dire, tiens, tu n'as pas payé tel truc ou tel truc. Et puis donc, les gens ont l'impression tout le temps qu'on va venir les solliciter. Ce qui est vrai, on est tout le temps dans une société aussi qui dépend de ces relations sociales. Donc les gens, quand ils ont un peu d'argent dans la poche, ils disent, je vais thésauriser ça. Enfin, ils ne se disent pas comme ça, ils disent pas, je vais Mais en rentrant, ils vont dire, tiens, j'achète mon sac. Comme ça, bon, la saison des pluies, dans 6 mois, j'ai peut-être le temps de monter une rangée ou 2. Et puis, donc en fait, moi, ce que j'ai fait dans les histoires de suivi de chantier, j'ai essayé de faire calculer aux gens combien ils avaient payé. Et en fait, il ne faut pas comme nous, avec le tableau Excel, en disant, alors, voilà. Non, en fait, ils ont calculé, mais ils n'ont jamais pris le temps, en fait, de calculer combien ils avaient dépensé en tout. Et là, vous voyez, Elinor, là, qu'on a suivi pendant 3 ans, du coup, j'ai dit, bon, bah, maintenant, tu me fais le total de combien tu as payé pour ta maison. Et alors ça a pris des plombes, puis ça n'a pas de ticket, vous voyez, c'est pas que vous avez la facture, la quittance, comme on dit en Suisse. Enfin, et puis on a essayé ensemble, avec mois par mois, semaine par semaine, de dire bon bah combien ça m'a coûté. Et après on me disait ah tu vois le toit je voulais mettre de la paille, mais en fait mettre de la paille c'est beaucoup plus cher en Afrique maintenant, parce que on n'a pas reconstitué la filière paille, parce qu'il n'y a plus de charpentiers qui savent faire avec de la paille. Et puis après les pluies il faut refaire de la paille, donc finalement on finit tous par acheter des toitures en tôle, même si c'est beaucoup plus chaud. Vous voyez, et puis la paille ça brûle, enfin bon, bref. Et puis voilà, on a calculé, on a disséqué. Donc ça c'est un dessin qu'a fait ma doctorante Dolores Bertret pour montrer ça. Mais voilà, on a calculé 5 camions de sable, etc., pour voir. Et puis quand on a vu cette note 3 millions de CFA, alors il faudrait que je calcule par 659, je ne sais plus exactement, elle m'a dit c'est pas possible. Elle pensait pas que ça lui avait coûté ce prix-là en fait. Parce que les gens, je vous dis, ils achètent. Ils vont monter un mur, ou une rangée, ils essayent de faire les trucs, puis après, même souvent, ils habitent dans la maison avant même d'avoir fait les colostrats, là. Ils rentrent avant même d'avoir les fenêtres, hein, parce que pour payer de loyer, etc. Donc, voilà. Sauf que maintenant, ils se développent, voilà, des suivis de chantier. Vous avez une application, ça s'appelle Sabitou, et puis vous pouvez rentrer tous vos trucs en allant à la sortie du ciment, du revendeur de la quincaillerie en fait ça s'appelle comme ici, et puis vous mettez tous vos trucs et les gens ils calculent, voyez, et ça c'est en train de changer. Et puis c'est pareil, tout est vraiment compliqué sur l'histoire de combien ça nous coûte quoi. Alors moi j'avais une question sur l'espèce de concept qu'on a des premium cities. Et comment ça peut évoluer sur le long terme concrètement? Est-ce que c'est un modèle qui peut tenir dans l'Afrique aujourd'hui et qui peut possiblement se reproduire dans d'autres pays hors du continent africain? Oui, alors c'est pas, je vous dis juste, c'est pas un concept, c'est juste mon idée, c'est moi qui l'applique comme ça, donc c'est pas généralisé, mais oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, on teste en Afrique. Il n'y a pas que moi qui dis ça, Chimembe, il écrit très bien et tout. On teste en Afrique des choses qu'on n'oserait pas tester chez nous, mais on a toujours fait ça avec les vaccins, avec, vous savez bien, l'industrie pharmaceutique. Voilà, donc en fait, si vous voulez, là-bas, il n'y a plus d'État qui va venir protéger, quoi. Enfin, il faut quand même se dire que nous, on est dans des sociétés où l'État est encore assez fort, peut dire non, etc. Là, on est dans un État, en fait, ou des États ou des présidents qui vont brader les terrains, et du coup, on teste des choses qui, on appelle ça la ville néolibérale, hein, de toute façon, assez classiquement, sur des morceaux de ville qui, en fait, sont précurseurs de ce qui peut arriver de pire chez nous. Dans le sens où, en fait, c'est détenu par le privé. Donc, vous voyez, quand Damasio, il invente une ville, je vous encourage à lire Les Furtifs, hein, quand il invente cette ville de la dystopie en disant, Orange, la société Orange a racheté Orange. En fait, là, c'est déjà ça, la compagnie Eco-Atlantic City, détenue par les frères Chagouri, famille nigériano-libanaise hyper connue, originaire d'un village au Liban qui s'appelle Miseria. Quand vous allez regarder Miseria, il y a une vidéo par drone qui vous montre les palaces que les Libanais d'Afrique se sont fait construire. Il y a une maison en forme d'avion. Non mais c'est un truc incroyable. Allez voir cette vidéo qui est génialissime. Bon voilà. Et du coup, vous vous dites, en fait, c'est déjà là, quoi.
cette ville contrôlée entièrement par le privé, où en fait il n'y a que les gens qui sont propriétaires ou qui ont le droit, donc en gros que les propriétaires et puis les femmes de ménage, hein, parce qu'il faut quand même savoir que ça reste des villes, comme l'avait bien montré Saskia Sassen sur les villes globales, pour que les villes des riches fonctionnent, il faut qu'il y ait des pauvres qui viennent nettoyer les toilettes, donc voilà. Et bien voilà, par exemple moi si je me pointe là-bas ou à Banana Island, qui est l'autre ville, l'autre quartier complètement fermé de l'ego, je ne rentre pas. Même en étant femme blanche européenne, etc. Il n'y a aucune raison que je rentre dans ce quartier-là. C'est totalement fermé. Et donc on est sur des modèles de ville, si vous voulez, où il y a déjà des fonds de pension, on a des sociétés françaises de capitaux d'investissement. Vous voyez, par exemple, ce qu'on propose aux retraités qui ont beaucoup d'argent, on dit « Alors, j'ai un petit placement à vous proposer. » Et puis, ce qui fait quand même réfléchir, que ce soit cette ville-là de Premium City ou la Affordable City, donc la ville des logements sociaux, c'est que derrière, notamment celle-ci, on a les banques de développement. Banque africaine de développement, etc., qui avant faisait quoi? Avant, on faisait des programmes de logement dans les bidonvilles. Okay, dans les années 2000, la priorité, c'était lutter contre la pauvreté en Afrique. On transforme les bidonvilles, on fait du slum upgrading, donc on essaye de revaloriser ces bidonvilles, etc. Et bien aujourd'hui, ces banques d'aide au développement, elles financent ces projets-là pour les classes moyennes et supérieures, pour mes collègues à l'université, en gros. C'est qui la personne qui va acheter un appart comme ça? Vous voyez, c'est Ultra Design, c'est quelqu'un qui est fonctionnaire ou quelqu'un qui travaille dans une banque, etc. Parce qu'il faut bien penser que, voilà, on est sur des villes où il y a de l'argent hein, aujourd'hui. Vous avez plein de gens qui sont repartis travailler dans leur pays d'origine et qui gagnent bien leur vie. Et qui même, voilà, il y a je crois 15 000 millionnaires à Lagos. Donc il y a des Ferrari, il y a des Maserati comme à Genève, hein, qui passent dans les bidonvilles. Bon, à Genève, on les voit moins dans les bidonvilles, mais il y a moins de bidonvilles. C'est plus trop bon. Voilà. Mais si vous voulez, ça fait partie, oui, c'est ça, même une Maserati, c'est un peu, voilà, c'est comme les Porsche, c'est pas. Non, il y a des Ferrari, il y a des Lamborghini, quoi. Voilà. Je pense que là, on est sur le summum de la voiture, quoi. Donc, c'est ça qui fait réfléchir aussi les villes qu'on construit. Et effectivement, le problème, c'est que ces villes sont vides. Il y a un collègue qui s'appelle Tom Goodfellow, là, j'ai mis. Goodfellow qui a bien montré que en fait c'est ce qu'il appelle les skeleton cities. Donc en fait c'est des buildings de squelettes qui sont vides. On place de l'argent, on blanchit de l'argent. Enfin, vous me filmez là, c'est pas bien. Voilà, on ne sait pas d'où vient l'argent et on s'intéresse pas trop à ces trucs-là en Afrique bizarrement. Vous voyez ? Alors qu'on essaye de faire ça chez nous, mais voilà. Et il y a plein d'argent qui arrive et voilà. Et ça construit ces villes de squelettes avec des immeubles vides qui sont là en train d'attendre la spéculation. Alors, ça appelle une question, c'est que le phénomène de villes vides, produit d'investissement et finalement avec des bâtiments qui, s'ils sont occupés, finalement perdent un petit peu de valeur même. C'est des phénomènes qu'on a beaucoup vus dans les villes nouvelles chinoises. Mais oui. Mais avec un adossement in fine en fait des investisseurs par un État très puissant et un adossement de la bourse chinoise par exemple, de sorte que la bulle immobilière chinoise n'a toujours pas explosé, alors que c'est quasiment, je veux dire, tout le monde prédisait l'explosion de cette bulle. Et qu'en est-il en Afrique où il n'y a pas cet adossement Non. Donc c'est pour ça que les investissements, quand vous regardez McKinsey, Knight & Frank, là, qui sont les grands cabinets d'investissement aujourd'hui qui disent How to Invest, Lagos, Abidjan, qui font des comparaisons sur la rentabilité des bureaux, le taux de rentabilité des loyers, etc., qui vous montrent la progression énorme, en fait c'est quand même des investissements très risqués. Okay, et puis c'est très concentré en Afrique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne va pas vous proposer d'investir au Mali, vous voyez. Voilà. Mais en même temps, il y a tous ces riches quand même qui, autrefois, ça c'est quelque chose que j'aimerais continuer à suivre parce que c'est pour ça que je travaille sur la matérialité. Il y a tous ces flux de capitaux qui sont immatériels qu'on n'arrive pas à saisir en Afrique et qui représentent des millions, mais qui aujourd'hui sont investis dans l'immobilier. Parce qu'avant, les riches, quand ils étaient riches, ils investissaient dans le cheptel. On achetait des bœufs, on achetait des hectares à cultiver et tout. Et aujourd'hui, ils continuent à avoir des bœufs, ça c'est pas un problème, c'est quand même très rentable. Mais ils investissent dans l'immobilier. Et ça, c'est assez nouveau depuis une vingtaine, trentaine d'années. Et dans des fonds indexés sur, voilà, aussi aux États-Unis, à Londres, et puis même en France. Enfin, je veux dire, quelqu'un comme Dangote est hyper important pour la France. Le président Macron qui a été en plus au Nigeria quand il avait fait son stage là, etc. Quand il fait le programme Choose Friends,
ok, quand il invite des internationaux à investir en France, il y a Dangote dans les bagages. Hein. Donc vous voyez, c'est un revirement quand même qui est assez intéressant de dire l'homme le plus riche d'Afrique, il est invité à investir en France. Vous voyez, pour les Africains, c'est une énorme revanche, quoi. Bon, après, si vous connaissez Burna Boy, ce célèbre rappeur nigérian, il a une chanson sur Dangote que je vous encourage qui s'appelle Dangote, Dangote, comment t'es devenu aussi riche dans un pays aussi pauvre. Bon, voilà, il y a aussi de la critique. Alors, c'est pas que quelqu'un. Mais cette chanson de Burna Boy, elle est super justement pour critiquer voilà, cet enrichissement massif dans un pays qui reste quand même très pauvre. Voilà. Justement, par rapport à ça, cette critique. Face à tout ça, c'est quoi dans un rapport de force, c'est quoi les résistances qui sont mises en place, même par rapport à l'habitat, que ce soit des prises de conscience écologique ou par rapport au confort, ouais. ou à l'adaptation à des modes de faire. Bah, il y a un peu, d'abord il y a une résistance dans le sens où les gens, voilà, par exemple on va critiquer Dangote et tout, mais quand même ça reste un modèle et c'est un peu comme chez nous les stars, on a beau les détester. Enfin, en France, vous avez des super footballeurs, voilà, que tout le monde aime et déteste à la fois, donc pour leurs sorties qu'ils peuvent faire des fois. Donc, ça, à la fois les gens aiment et puis les détestent, mais en même temps, il y a quand même cette idée, vous voyez, dans les réseaux là qui commencent à monter, que on va pas pouvoir continuer comme ça. Que des fois, il y a un peu de bon sens, mais ça reste, si vous voulez. C'est un peu ce qu'on critique, c'est que de dire bah oui, Kéré, ça va être bien pour les bobos d'Afrique, vous voyez, en disant bah oui, les gens ils vont construire comme ça, etc. Mais en attendant, les pauvres, il faut quoi? Bah ils achètent un sac de ciment, puis ils en stockent un toujours chez eux parce qu'il faut refaire la dalle quand il y a eu les inondations. Donc voilà, il faut pas non plus, je vais pas être ultra optimiste en disant que tout va changer, parce que la plupart des gens d'ailleurs ils savent pas qui c'est. Hein. Donc je pense que maintenant il est plus connu en Europe qu'en Afrique, mais quand même en même temps, si les riches aussi commencent à faire ça, il y a toujours ce truc du mimétisme, hein. Les classes moyennes vont commencer aussi à réfléchir et puis là je vois quand même il y a des mobilisations aussi qui commencent sur l'environnement. J'ai une doctorante qui travaille sur les mobilisations environnementales à Lagos et comment les gens commencent justement à se mobiliser sur l'histoire en se disant bah en fait les inondations c'est pas qu'un problème de changement climatique. Les inondations c'est parce que l'État nettoie pas ce qu'on appelle les collecteurs, c'est-à-dire tous les canaux sont jonchés d'ordures. Pourquoi? L'État dit parce que les gens ils sont pas civilisés, ils jettent tout dedans. Ouais, c'est sûr, il n'y a pas le camion poubelle. Donc moi, quand je vis là-bas et que le camion poubelle il passe pas, à un moment je finis par jeter dans le caniveau, vous voyez. Donc du coup c'est tout ça qui est en train d'être. Et là il commence à y avoir, vous voyez, des manifestations comme il y a eu au Nigeria il y a 1 an, là, 2 ans, avec beaucoup de morts, de gens qui se manifestaient contre la police, contre les harassments, Ils ont aussi, d'une certaine manière, critiqué tout ce mode de gouvernance, cette ville qui est devenue invivable. Enfin, Lagos, vous avez un travail à 8 heures, vous quittez chez vous à minuit, vous faites la route de minuit à 4 heures pour arriver au centre-ville, puis vous dormez sur le pas de la porte, parce qu'en fait, si vous partez 1 heure après, vous pourrez jamais passer le pont. Vous savez, il y a un pont là hyper grand qui vous ramène sur les îles centrales, et en fait, c'est une ville qui dort pas parce que les gens la nuit ils vont au travail pour être là à 7 heures. Donc du coup c'est compliqué de gérer ces villes. C'est pour ça que je trouve ça aujourd'hui très difficile quand on est nous aussi européens. Enfin, ça c'est une question que je me pose en tant que moi enseignant dans un master d'urbanisme, puis avant j'étais à l'école d'urbanisme à Paris, on forme des Africains sur leur ville, mais en fait moi je vis à Genève, une ville de 200 000 habitants, 1 million si on prend l'agglomération qui a le budget à peu près de la ville de Paris, donc vous voyez, et puis vous dites mais en fait on peut pas, c'est quoi je veux dire les solutions elles vont venir du maire de Lagos qui va échanger avec celui de Shanghai, qui va échanger avec celui de Rio, elle va pas venir avec nous en Europe, vous voyez. Et en même temps, je crois beaucoup aux échanges aussi parmi les architectes, comment construire autrement, mieux construire, et puis se poser la question de, voilà, tout simplement comment on construit aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je crois beaucoup au fait que vous deviez aller faire des liens avec là-bas et que ça renseigne aussi sur la manière dont, et sur nos pratiques ici.